Le miroir. Portail, reflet ou piège. Pendant mes recherches pour cet épisode, je me suis surpris à faire quelque chose de très simple. Je me suis arrêté devant un miroir. Un miroir banal, celui de la salle de bain. Au début, il n'y avait rien. Un visage familier, des traits connus, un regard fatigué peut-être. Et puis, au bout de quelques secondes, j'ai senti un léger inconfort. Rien de spectaculaire, pas de vision, pas de silhouette. Juste cette impression étrange que le regard que je fixais ne m'appartenait plus tout à fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi le miroir revenait sans cesse dans mes lectures. Dans les récits de hantise, dans les rites funéraires, dans les traditions spirituelles, dans les jeux d'enfants, dans les témoignages de méditation profonde. Partout, le miroir pose la même question silencieuse. Qui regarde qui? Dans certaines cultures, on couvre les miroirs quand quelqu'un meurt. Au Japon, on déconseille de dormir face à son reflet, par exemple. En Amérique du Nord, des générations d'adolescents ont répété un nom devant une glace, dans le noir, convaincus que quelque chose pouvait répondre. Et plus j'avançais dans mes recherches, plus un constat revenait. Le miroir n'est presque jamais neutre. Il est associé à la perte d'âme, au double, à l'ombre, à la traversée, à la folie parfois. Scientifiquement, on sait qu'il peut provoquer des effets très précis sur le cerveau. Psychologiquement, il agit comme un amplificateur. Et symboliquement, il est partout. Alors, j'ai arrêté de me demander si le miroir était dangereux, et j'ai commencé à me demander pourquoi il nous met dans cet état. Dans cet épisode, je vais pas chercher à prouver quoi que ce soit, bien sûr. Je ne vais rien invoquer ni rien provoquer. On va rester sobre, on sait jamais. Je vais simplement partager ce que j'ai trouvé. Des faits, des témoignages, des cas, et des pistes et des explications possibles. Peut-être, au fil de cet épisode, vous surprendrez vous aussi à regarder autrement un objet que vous pensiez connaître. Le miroir est-il un portail? Un piège pour l'esprit? Ou un révélateur brutal de ce que l'on porte déjà en soi? Et pour ce premier cas, on va directement partir et discuter du cas du manoir Myrtles en Louisiane. Myrtles Plantation. Quand j'ai commencé à m'intéresser au manoir des Myrtles, je cherchais pas un miroir déjà. Il faut savoir que je m'y étais intéressé pour d'autres raisons. Je cherchais plus un lieu du coup. Un de ces endroits américains que l'on retrouve partout dans les classements des maisons les plus hantées forcément. Souvent surexploités, parfois déformés par le folklore touristique. Je voulais comprendre ce qui restait derrière les récits. La Myrtles Plantation se trouve à Saint-Francisville en Louisiane. Une grande demeure du 19e siècle, entourée de chênes anciens, de mousses pendantes, de silence humide. Elle fut construite en 1796 sur un terrain qui, selon certaines sources, aurait autrefois servi de lieu de sépulture. D'après mes recherches, l'affirmation est quand même largement discutée et jamais formellement prouvée. Très vite, un détail revient dans presque toutes les archives cependant. Tous les témoignages, toutes les enquêtes amateurs ou professionnelles d'ailleurs. Un miroir. Un grand miroir ancien, fixé dans l'un des salons du rez-de-chaussée. Un miroir que l'on dit scellé au mur. Un miroir que l'on n'aurait jamais déplacé. Selon la légende la plus répandue, ce miroir serait lié à une ancienne esclave nommée Chloé. Une version raconte qu'elle aurait empoisonné des membres de la famille Woodruff, provoquant la mort de 2 enfants avant d'être pendue par d'autres esclaves. Une autre version affirme qu'elle aurait été exécutée pour s'être fait surprendre en train d'espionner. Mais dans ce cas présent, je vais être clair, aucune archive historique fiable ne confirme l'existence documentée d'une esclave nommée Chloé à la Myrtles Plantation. Les historiens locaux restent très prudents sur ce cas, et les personnages pourraient être, du coup, une construction tardive, une synthèse de récit, une figure symbolique par exemple. Et pourtant, même en écartant cette histoire dans mes recherches, le miroir, lui, demeure. Depuis des décennies,
visiteurs, employés, propriétaires successifs rapportent des phénomènes similaires, toujours centrés sur cette surface réfléchissante. Des visages apparaissent sur des photographies, là où personne ne se tenait. Des silhouettes floues, souvent interprétées comme des enfants. Des empreintes de mains, parfois de petite taille, visibles sur le verre, et qui reviendraient même après nettoyage. Je me suis plongé dans les archives photographiques qui sont accessibles au public. Je dois avouer qu'il y a plusieurs résultats assez mitigés. Certaines images sont floues, ambiguës, discutables. D'autres par contre sont quand même un peu plus troublantes. Pas forcément toujours concluantes, mais certaines ont retenu mon attention. Mais ce qui m'a frappé, ce n'est pas tant ce que l'on voit sur les photos. C'est la constance du récit. Toujours le miroir. Toujours cette sensation qu'il retient quelque chose. Plusieurs anciens employés racontent avoir évité de rester seuls dans cette pièce. Surtout le soir. Certains par peur, d'autres plutôt par inconfort. C'est comme une impression diffuse, comme si l'espace devenait plus dense, plus étroit, qui se resserre sur nous-mêmes. Une guide touristique interrogée dans les années 1990 explique qu'elle ressentait systématiquement un malaise lorsqu'elle s'approchait du miroir pour raconter son histoire. Une autre parle d'un sentiment d'observation, difficile à décrire, mais persistant. Ce qui est intéressant, c'est que le miroir n'est pas présenté comme un objet actif. Il ne bouge pas, il ne tombe pas, il ne se fissure pas. Il est immobile et silencieux. Et pourtant, dans l'imaginaire collectif autour du lieu, il agit un peu comme un ancrage. Lorsque des enquêteurs paranormaux viennent à la Myrtles Plantation, ils finissent presque toujours par concentrer leurs caméras, leurs enregistreurs, leurs capteurs, en direction de ce miroir. Comme si le lieu lui-même les conduisait à cet endroit. En lisant ces récits, je me suis surpris à noter quelque chose dans mon carnet. Pas une hypothèse ou une conclusion, mais juste une question. Pourquoi le miroir ? Pourquoi pas un escalier, une chambre, une cave ? Comme dans tellement de maisons nommées hantées. Pourquoi cette surface réfléchissante devient-elle ici le cœur du récit ? Même les propriétaires actuels, pourtant prudents dans leur communication, on va pas se mentir, reconnaissent que les visiteurs s'attardent devant lui. Qu'ils se taisent, qu'ils marquent un temps. Ils restent parfois immobiles, plus longtemps que prévu. Pourtant, personne leur demande de le faire. Ils le font, de façon naturelle. Et quand on leur pose la question après la visite, les mots reviennent souvent. Étrange, pesant, bizarre, dérangeant. Rarement terrifiant, c'est vrai. Comme si le miroir n'effrayait pas vraiment, mais qui mettait face à quelque chose de plus intime. Et j'y vois là un paradoxe. Historiquement, rien ne prouve que ce miroir ne soit lié à un drame précis. Scientifiquement, aucune analyse n'a démontré une anomalie matérielle particulière. Et pourtant, culturellement, ce miroir est devenu un symbole, un support, un écran sur lequel se projettent des récits, des peurs, des attentes. En refermant les dossiers sur la Myrtles Plantation, je n'avais pas l'impression d'avoir rencontré un objet maudit, mais plutôt un objet chargé, quelque chose qui a une influence sur les personnes qui passent devant ou qui s'en approchent. Chargé de plein d'histoires différentes racontées, chargé de regards mais aussi de silence, et surtout chargé d'une idée très ancienne, celle que certaines surfaces ne se contentent pas de refléter le monde, mais enregistrent ce qui s'y dépose. À ce stade de l'enquête, bien sûr, je ne peux rien affirmer, seulement constater. Dans ce manoir de Louisiane, le miroir n'est ni brisé, ni caché, ni interdit. Il est là, totalement visible et offert au regard. Et peut-être que c'est ça,
finalement le plus troublant. Dans un cas parallèle, au Japon, le miroir a une connotation assez souvent négative dans certains cas. Je me suis un petit peu intéressé aux traditions japonaises qui sont liées au miroir. Et quand je m'y suis penché, je n'ai pas trouvé de maisons hantées, de manoirs, de légendes focalisées, spectaculaires ou facilement racontables. J'ai trouvé mieux que ça. Un ensemble de règles discrètes, de communes mesures, des gestes simples, des interdits transmis sans explication, parce que, au Japon, ils vont de soi. Dans de nombreux foyers traditionnels, lorsqu'une personne meurt, on couvre les miroirs. Parfois immédiatement, parfois avant même que le corps ne quitte la maison. Ce geste n'est absolument pas décoratif. Il n'est pas symbolique au sens occidental du terme. Il est préventif. En avançant dans mes recherches, je retrouve plusieurs interprétations, variables selon les régions et les époques, mais toujours liées à la même idée centrale. Le miroir, dans ce moment précis, devient un danger. Un danger pour les vivants et un danger pour le mort. Dans certaines croyances populaires, on dit que l'âme du défunt, encore instable, pourrait se perdre dans le reflet. Dans d'autres, que le vivant risquerait de croiser dans le miroir quelque chose qui ne lui est pas destiné. Une image qu'il ne devrait pas voir, un mélange de plans ou un brouillage. Le miroir est alors perçu comme un seuil fragile, un espace où les frontières sont beaucoup trop fines. Ce qui m'a frappé, c'est que ces pratiques ne sont pas marginales. Elles ne relèvent pas du folklore exotique raconté aux touristes. Elles sont intégrées à des gestes ordinaires, transmis dans les familles, parfois sans que l'on sache exactement pourquoi. On couvre le miroir parce que ça se fait. En parallèle de ces rites funéraires, je découvre une autre chose. Au Japon, on déconseille aussi de dormir face à un miroir. Ce n'est pas une superstition amusante. C'est clairement une mise en garde. Dans certaines traditions, le miroir placé face au futon est associé à des troubles du sommeil, à des cauchemars, à une sensation de fatigue persistante. On parle de désorientation de l'âme, de confusion du reflet, d'un retour mal placé de l'image de soi. Là encore, aucune histoire de monstre, aucune apparition détaillée, juste une méfiance calme, ancienne, codifiée, structurée. J'ai donc décidé de remonter un petit peu plus loin. Et en remontant, je tombe sur un élément fondamental de la culture japonaise. Le kagami. Le miroir sacré. Dans le shintoïsme, le miroir fait partie des 3 trésors impériaux. Il représente la vérité, la clarté, mais aussi l'impossibilité de tricher avec ce que l'on est. Le miroir ne ment pas. Et il ne protège pas non plus. Il renvoie brutalement. Et ce paradoxe m'a arrêté. Parce que d'un côté, le miroir est sacré, et de l'autre, il est tenu à distance dans certains moments clés de l'existence. La mort, le sommeil et les passages. Intéressant. Comme si ce qui est capable de révéler la vérité était aussi capable de blesser. En lisant plusieurs témoignages contemporains, recueillis par des ethnologues, des chercheurs en anthropologie culturelle, je remarque assez souvent un point commun majeur.
Les personnes interrogées n'expriment pas de peur franche du miroir. Elles parlent plutôt de respect, de prudence, d'un objet qui exige une certaine distance. Le miroir montre ce qui est là, il ne décide pas à ta place. Dans cette logique, le danger ne viendrait pas du miroir lui-même, mais du moment où on l'utilise. De l'état dans lequel on se trouve, du regard que l'on y pose. Et soudain, un lien se fait. Avec la Myrtle's Plantation, avec des récits comme celui de Bloody Mary par exemple, avec les expériences modernes de méditation au miroir, partout, le miroir n'est jamais décrit comme une entité. Il est décrit comme un amplificateur. Il ne crée rien, par contre, il accentue. Dans la culture japonaise, cette idée est intégrée depuis des siècles. Pas besoin d'histoires spectaculaires, pas besoin de cris. On agit, on couvre, on détourne le regard et on passe à autre chose. À ce stade dans mes recherches, je commence à comprendre quelque chose d'important. Le miroir n'est pas craint pour ce qu'il montre, mais pour ce qu'il peut refléter quand les repères habituels vacillent. La mort, le sommeil, les deuils, les états intermédiaires. Des moments où l'identité ou le mental sont fragiles. Des moments où l'on n'est plus tout à fait soi-même. Et dans ces moments-là, même un simple reflet peut devenir de trop. Je parlais précédemment de la légende de Bloody Mary. Et bien sûr, pour cet épisode, j'allais quand même pas négliger cette histoire. Parce que la légende de Bloody Mary, c'est quand même une légende qui traverse les générations, même encore aujourd'hui. Et je dois avouer que je me souviens très bien de la première fois où j'ai entendu parler de Bloody Mary. Ce n'était pas dans un livre, ni dans un documentaire. C'était dans une cour d'école. Précisément à l'école primaire. Un nom chuchoté, une règle simple. Un défi lancé à la tombée du jour entre copains. Répéter son nom devant un miroir. Dans le noir, parfois avec une bougie, parfois non. Parfois seul, parfois à plusieurs pour se donner du courage. Bloody Mary. En avançant dans mes recherches, je me rends compte d'une chose frappante. Peu importe le pays, l'époque ou la génération, le rituel change à peine. Un miroir, un espace clos, souvent une salle de bain, une lumière faible ou inexistante, la répétition d'un nom. 3 fois, 5 fois, parfois 13. Et l'attente. Bloody Mary. Les origines exactes de Bloody Mary sont floues. Certains chercheurs la rattachent à Marie Tudor, reine d'Angleterre du XVIe siècle, surnommée Bloody Mary pour les persécutions religieuses menées sous son règne. D'autres y voient une figure composite née du folklore européen, mêlant récits de sorcières, de femmes mortes en couche ou de reines damnées. Mais très vite je comprends que l'origine historique importe finalement peu. Parce que ce qui compte, c'est la structure. Et aussi le fait que de toute façon, j'aurais beau chercher, l'origine exacte, on a peu de chance de la trouver. Bloody Mary, ce n'est pas une histoire que l'on écoute. C'est une histoire que l'on rejoue. Et ce détail change beaucoup de choses. Dans les témoignages recueillis au fil des décennies, principalement aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais aussi en Europe, les récits se ressemblent étrangement. Personne ne parle d'une apparition nette. Personne ne décrit une scène stable, précise et incontestable. En revanche, les mêmes sensations reviennent. Une déformation du visage dans le miroir,
des traits qui semblent glisser, un regard qui ne correspond plus, qui change, ou qui regarde dans une autre direction. Une impression de présence derrière soi. Une montée brutale d'angoisse, parfois accompagnée de cris, de rires nerveux ou de fuites immédiates. Dans certains cas, des enfants ou des adolescents affirment avoir vu quelque chose apparaître. Mais lorsque l'on creuse, le vocabulaire reste toujours flou. Une ombre, un visage, une femme, quelqu'un. Bloody Mary. Je note un point important. Bloody Mary ne se manifeste jamais de la même façon. Et pourtant, la peur, elle, est constante. Pourquoi cette légende fonctionne-t-elle aussi bien ? Pourquoi, malgré des générations de rationalisation, de scepticisme, de moquerie même, le rituel continue d'être pratiqué ? En croisant les analyses folkloriques et psychologiques, une réponse commence à émerger. Bloody Mary se situe à la frontière parfaite entre le jeu et l'interdit. Assez codifié pour donner l'impression de contrôle. Assez transgressif pour provoquer une tension réelle. Le miroir dans ce contexte joue un rôle central. Il impose une confrontation prolongée avec son propre visage, dans une lumière instable, dans un état d'attente, dans un contexte narratif chargé. Le cerveau, soumis à ces conditions, cherche un signal, une confirmation. Quelque chose qui vienne répondre au rituel. Et parfois, il la fabrique. Mais là où la légende devient réellement intéressante, c'est qu'elle ne promet pas seulement une apparition. Elle promet un retour. Bloody Mary ne vient pas de l'extérieur. Elle apparaît dans le miroir, à la place du reflet, ou à travers lui. Et ce détail est fondamental. Dans presque toutes les variantes du mythe, le danger n'est pas dans la pièce. Il est dans l'image. Comme si le miroir cessait d'être un instant, un outil de reconnaissance, pour devenir un écran de projection. En lisant plusieurs témoignages d'adultes, revenant sur ces expériences vécues enfant, je remarque une chose troublante. Beaucoup affirment que sur le moment, ils savaient que ce n'était pas réel. Et pourtant, le corps, lui, réagissait. Accélération du cœur, transpiration, parfois des larmes, parfois un sentiment de honte ou de malaise durable. Comme si quelque chose avait été franchi. Une ligne. Bloody Mary ne laisse presque jamais de traces visibles. Pas de marques, pas de preuves. Mais elle laisse un souvenir précis. Celui d'avoir été confronté à quelque chose qui ressemble à soi, sans l'être tout à fait. À ce stade de mes recherches, je commence à percevoir un fil commun entre tous ces cas et ces récits. Le miroir ne sert pas à faire apparaître une entité. Il sert à désorganiser l'image de soi, juste assez pour que l'imaginaire prenne le relais. Bloody Mary ne serait peut-être alors pas un esprit, ne serait pas une hallucination pure, mais une expérience initiatique un peu maladroite. Une première rencontre, souvent à l'adolescence.
avec le trouble identitaire, la peur de l'inconnu et la puissance de la suggestion. Et dans cette rencontre, le miroir ne serait donc pas un simple accessoire. Il serait un déclencheur, un support, un lieu exact où la frontière commence à se brouiller. Quand je referme les dossiers sur Bloody Mary, je ne me demande pas si elle existe ou pas. Parce que finalement, la question, elle est presque hors sujet. La vraie question dans mes recherches, c'est plutôt pourquoi depuis des décennies, des enfants, des adultes, des personnes choisissent-ils spontanément un miroir pour se faire peur? Pourquoi pas une porte? Pourquoi pas une fenêtre? Pourquoi ce face-à-face précis, dans le noir, avec son propre reflet? Une réponse commence à se dessiner, mais pour l'instant je la mets de côté. Parce qu'elle va nous amener directement vers le dernier cas de cette première partie. Je me suis penché sur le phénomène de la psychomancie et des miroirs noirs. Quand je suis arrivé aux pratiques de psychomancie, j'ai senti comme une sorte de basculement. Parce que là, on ne parle plus de légendes racontées à voix basse, ni de récits transmis par la peur ou le jeu. Non, là, on va vraiment parler de pratiques assumées, documentées, anciennes, et surtout, intentionnelles. La psychomancie, c'est l'art de voir à travers une surface réfléchissante sombre. Un miroir noir, un disque d'obsidienne. Parfois, simplement, un bol d'eau dans une pièce faiblement éclairée. Le principe est toujours le même. Ne pas chercher une image nette, mais laisser venir ce qui apparaît quand le regard se relâche. En remontant les sources historiques, un nom revient inévitablement. John Dee. Mathématicien, astrologue et conseiller de la reine Élisabeth Ier. John Dee utilisait un miroir d'obsidienne, aujourd'hui conservé encore au British Museum, dans le cadre de ses recherches ésotériques et spirituelles. Les archives sont catégoriques. Il ne s'agissait pas de divertissement ni de folklore. Dee consignait ses expériences, ses visions, ses échanges supposés avec des entités angéliques dans des journaux précis, méthodiques et presque cliniques. En lisant ces documents, une chose m'a frappé. Le miroir noir n'est jamais décrit comme une porte qui s'ouvre brutalement. Il est décrit comme un outil de dérèglement volontaire du regard. On fixe longtemps, sans attendre une forme précise. Et peu à peu, le visage disparaît. Les contours se dissolvent. La surface cesse de refléter pour devenir profondeur. Dans les témoignages modernes de pratiquants, chercheurs en parapsychologie, occultistes, mais aussi simplement méditants, les descriptions se recoupent étonnamment. Au bout de quelques minutes, le reflet se transforme. Le visage semble se décaler, vieillir, se fragmenter, voire même disparaître complètement. Certains parlent de silhouettes, d'autres de paysages, d'autres encore un simple sentiment de présence. Je note immédiatement ce point car je trouve que les visions ne sont jamais universelles. Elles sont personnelles, subjectives, liées à l'état émotionnel, à l'attente, à la fatigue et à l'intention. Et surtout, elles sont rarement spectaculaires. Pas de cris, pas de possession, pas de scène hollywoodienne. Plutôt une lente dérive du regard. Une perte de repère. Une sensation de glissement intérieur.
C'est précisément pour cette raison que la psychomancie est entourée de mises en garde, même dans les cercles qui la pratiquent. On insiste sur le cadre, sur la durée limitée, sur l'ancrage après la séance. Pas parce que quelque chose va sortir du miroir, mais parce que quelque chose peut se dérégler à l'intérieur. En creusant encore, je réalise que cette pratique repose sur un principe fondamental. Voir sans regarder. Ne pas fixer un point, ne pas analyser, ne pas interpréter trop vite. Le miroir noir agit alors comme une surface de projection mentale. Un écran où se mêlent imagination, mémoire, émotion et attente. Et là, un lien évident se crée avec les cas précédents. À la Myrtle Plantation, les visiteurs restent immobiles devant le miroir. Dans le mythe de Bloody Mary, on fixe son reflet dans le miroir. Dans les traditions japonaises, on évite le miroir dans les moments de fragilité. Dans tous les cas, le regard est prolongé, le contexte est chargé et l'identité devient moins stable. Le miroir ne montre plus qui je suis, il devient plutôt un espace où la question elle-même se brouille. Après avoir fait ces recherches sur la psychomancie, une idée s'est un petit peu imposée en moi. Le miroir n'est pas une exception. Il est la version assumée, ritualisée, de ce que d'autres cultures ont compris intuitivement. Fixer un reflet trop longtemps dans un état particulier peut produire une expérience réelle. Qu'elle soit paranormale, spirituelle, psychologique, ou tout autre terme. Ce n'est pas la question. Le point commun, c'est qu'elle est réelle dans ses effets. Troublante, marquante, parfois déstabilisante. Et à ce stade, il y a une chose qui devient assez claire. Le miroir n'est jamais dangereux en soi. Il devient problématique quand il cesse d'être un outil et qu'il devient un face-à-face. Un face-à-face prolongé, sans cadre, sans recul, sans garde-fou. Comme si, dans ce silence visuel, quelque chose en nous prenait la parole. À ce stade de mes recherches, je n'avais plus besoin d'ajouter de récits. Les motifs étaient déjà là, répétés, persistants. Le miroir ne provoque pas les mêmes effets que d'autres objets. Il agit toujours à la frontière entre perception et interprétation, entre identité et projection. Pour comprendre ce qui se joue réellement, j'ai essayé de changer de focale, passer du récit au mécanisme. Dans la psychologie, le premier élément que je rencontre, presque systématiquement cité par les chercheurs, s'appelle l'autoscopie. Il s'agit d'un phénomène bien documenté que je ne connaissais pas, dans lequel une personne a l'impression de se voir elle-même ou de percevoir une altération de son image corporelle. Cela peut se produire dans des états de fatigue, de stress, de deuil, ou lors d'une fixation visuelle prolongée. Et le miroir est forcément un déclencheur idéal. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il impose au cerveau une tâche paradoxale. Reconnaître un visage qui ne change presque pas. Or, le cerveau humain déteste l'immobilité perceptive. Lorsque rien ne varie, il anticipe, il complète, il interprète. Et c'est là qu'intervient l'effet Troxler. Lorsqu'on fixe un point ou une image trop longtemps, les éléments périphériques commencent à disparaître, à se déformer ou à se recomposer. Dans un miroir, ce phénomène devient particulièrement troublant, car ce qui se modifie,
c'est le visage. Les yeux semblent s'éloigner, la bouche se déplacer, les traits devenir étrangers. Et je note ici une chose essentielle. Le cerveau ne crée pas un monstre. Il perturbe un repère. Et ce repère, c'est l'identité. En poursuivant mes lectures et mes recherches, je tombe sur plusieurs études menées en laboratoire, notamment celle du psychologue Giovanni Caputo, qui a fait expérimenter la fixation prolongée du reflet à des volontaires. Et les résultats sont frappants. La majorité des participants rapportent une déformation du visage, l'impression de voir quelqu'un d'autre, parfois même la sensation d'une présence. Sans antécédent psychiatrique, sans mise en danger, sans suggestion paranormale directe. Ce qui m'interpelle, c'est la sobriété de ces comptes rendus. Les chercheurs ne parlent pas de délire, ils parlent de dissociation perceptive légère. Autrement dit, le miroir permet, dans certaines conditions, de faire vaciller temporairement la frontière entre ce que je vois et ce que je suis. Et ce vacillement suffit à produire une expérience marquante. Dans la lecture symbolique, et dans de nombreuses traditions, le miroir n'est jamais utilisé pour regarder directement le réel. Il sert à voir autrement, indirectement. Dans l'ésotérisme occidental, le miroir est un outil de vision oblique. Dans certaines cultures sud-américaines, il sert à percevoir l'invisible sans l'affronter. En Asie, il représente la vérité, mais une vérité qui ne doit pas être forcée. Et en relisant ces textes, une figure revient naturellement, une figure que j'apprécie particulièrement d'ailleurs, celle de Carl Jung. Pour Jung, le miroir est une métaphore de l'ombre. Ce que nous ne voulons pas voir de nous-mêmes, ce que nous projetons sur l'extérieur. Le miroir devient alors un révélateur. Non pas d'identité, mais de contenu psychique non intégré. Oui, je sais, c'est un peu lourd ça. Ce que certaines personnes appellent, et dans certaines traditions, l'esprit. D'autres l'appellent archétype. Mais le mécanisme reste étonnamment proche. Plus je relis les éléments entre eux, plus un constat s'impose. Le miroir ne crée pas de phénomène. Il amplifie les phénomènes. Dans une maison réputée hantée, il devient un support narratif. Dans un rituel d'adolescent, il cristallise la peur. Dans une pratique méditative, il ouvre un nouvel espace intérieur. Dans des pratiques ésotériques, il ouvre des portes. Et dans chaque cas, le contexte fait le reste. Croyance, attente, culture, moment de vie. Et c'est exactement ce qui s'est produit à Salem. Je ne sais pas si tu as écouté mon podcast sur le procès des sorcières de Salem, mais je t'invite à le consulter sur mon compte bien sûr. Parce qu'à Salem, l'invisible n'était pas forcément absent. Il a été convoqué, utilisé et instrumentalisé. Eh bien, le miroir fonctionne un peu de la même manière en somme. Il n'impose rien. Il propose un écran. Et l'esprit humain y projette ce qu'il porte déjà. À la fin de cette analyse, je me rends compte que la question de départ était peut-être mal posée. Le miroir n'est ni un portail au sens littéral, ni un simple objet inoffensif. Il semble être un outil de bascule. Un objet qui agit précisément là où nos repères sont les plus fragiles. L'identité, la perception, le sentiment de continuité. Lorsqu'on le regarde sans cadre, sans recul, dans un état émotionnel instable, il peut produire une expérience suffisamment forte pour être vécu comme autre.
Et c'est là que tout se joue. En arrivant au terme de cet épisode, je me rends compte que le miroir a fait exactement ce qu'il fait depuis le début. Il n'a rien prouvé, rien démontré, rien révélé de spectaculaire. Mais il a déplacé le regard. Le miroir n'est jamais au centre des phénomènes. Il est toujours à la frontière. À la Myrtle's Plantation, il devient un point de fixation, un support à récit, un lieu où les regards s'attardent plus longtemps qu'ailleurs. Au Japon, il est couvert, détourné, tenu à distance, dans les moments où l'identité est fragile. Avec Bloody Mary, il devient un terrain de jeu dangereux, une initiation maladroite à la peur et à la suggestion. Et dans la psychomancie, il est utilisé consciemment pour provoquer une dérive contrôlée de la perception. Dans tous les cas, le miroir ne fait qu'une chose, il renvoie. Ou il capture. Dans de nombreuses traditions ésotériques, croyances spirituelles, le miroir est une porte, un passage, où entité, esprit, énergie pourraient traverser à travers les dimensions. Le miroir renvoie une image, un état intérieur, une attente, parfois une angoisse. Ce que l'on croit voir dans un miroir n'est peut-être jamais autre chose, mais ce n'est pas non plus rien. C'est un contenu intérieur rendu visible, comme si parfois la lumière avait été faite en nous. Peut-être plutôt l'obscurité. Une projection amplifiée. Un moment où l'esprit perd brièvement ses repères habituels. Pour peut-être voir ce qui est depuis trop longtemps caché. Et c'est précisément pour cela que le miroir fascine autant. Parce qu'il nous confronte à une vérité inconfortable. Entre matériel et immatériel, imaginaire, paranormal, spirituel, symbolique, psychologique. La frontière est beaucoup plus fine qu'on ne le croit. Le miroir ne serait alors ni un portail magique, ni un piège malveillant, ni un simple objet inoffensif. Il serait un révélateur. Un révélateur de ce que nous portons déjà en nous, de nos peurs, de nos croyances, de nos zones d'ombre. Et peut-être que depuis toujours, ce n'est pas le miroir que l'on craint réellement, mais la possibilité que, parfois, le reflet ne se contente pas de nous ressembler. Merci à tous et à toutes pour votre écoute et vos messages. Si cet épisode vous a parlé, pensez à liker et à vous abonner, et à me dire en commentaire ce que vous pensez du pouvoir des miroirs. Et si vous êtes dans le spirituel, j'aimerais bien avoir vos théories sur les portails à travers les miroirs. Car je manque cruellement de données factuelles et de concret pour pousser mes recherches à un autre niveau, qui pourrait peut-être faire l'objet d'un nouvel épisode. Vous trouverez comme toujours les sources en description. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez déjà ressenti un malaise devant un miroir ou un reflet. C'était Ellie. Et voici comment se termine mon enquête sur les miroirs. Gardez la tête froide et le cœur ouvert.